like to pick and roll, I like to give and go, and it's basketball, bow wow, let's go. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est avec le sourire qu'on démarre cette émission. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur Temps Mort, vous le savez, le lundi à 21h, nous avons rendez-vous avec l'actualité de la balle orange au Cameroun. Et donc, on n'était pas là pendant un bon bout, mais on est de retour. On va revisiter un petit peu l'actualité un peu dépassée, mais ça restera donc d'actualité aujourd'hui. On fera un tour du côté du Mungo en Konsamba principalement, où il y a eu lieu le Mungo Zone Basket Camp Tour. C'était samedi 26 juin dernier, on en parle aujourd'hui. Et également du Ndi Miem Cam qui s'annonce pour très bientôt. On en parlera aujourd'hui, elle qui est tombée face à la Serbie en finale de l'Euro. Dame, on fera un détour, pourquoi pas, pour s'intéresser à cette actualité-là. Et aussi le Douala Kwata Challenge reprend droit de cité. Ce sera pour août prochain. Donc en ce moment, il y a entre 2-3 choses qui sont en train d'être mises en place. On en parlera dans cette édition ce jour et surtout du Final Four retour, monsieur, longtemps attendu, plusieurs semaines que le Final Four allait s'est achevé du côté de Yaoundé, et donc ce week-end ici à Douala, les 4 équipes un dernier parcours vont s'affronter et de là sortira le champion du Cameroun édition 2021. Et aussi de Joel Embiid, comme on va dire, ce sera pas de chance pour lui cette saison encore, lui qui est sorti lors des récentes playoffs face à Atlanta. Les chances d'Embiid, pourquoi pas, de retrouver, je sais pas, enfin, les finales de conférence. Voilà, on en parlera dans cette émission aujourd'hui. Entre autres, mesdames et messieurs, bienvenue sur Temps Mort. Derrière cette transition, on déroule la liste des invités, que vous connaissez même certainement. Ivan Kamoué sur le plateau ce soir, analyste de sport, observateur également de basketball en particulier. Bonsoir Yvan. Bonsoir Christian, bonsoir à nos millions de téléspectateurs à la maison et bonsoir aux autres co-panélistes. La semaine a été? Le week-end, la semaine commence à peine. La semaine commence à peine. J'ai l'impression qu'elle est en week-end déjà. J'ai l'impression que ton week-end a été très arrosé. Peut-être comme il a plu samedi, il a plu hier. Tu as encore mouillé de ces deux pluies-là. Non, du tout. Allez, heureux de te retrouver sur ce plateau. Le week-end, il a été un week-end très pluvieux, avec une météo très capricieuse, mais en même temps, la saison s'y prête. On va de temps en temps s'habituer à sortir avec des imperméables et un parapluie. Parce qu'on peut être surpris n'importe où, à n'importe quel moment par la pluie. Mais il y a la forme, Tout va bien. Martial Youdom est avec nous sur le plateau ce soir. Bonsoir, Capo. Bonsoir. Pourquoi tu souris avant? Yvan, non, c'est le Capo. C'est pas habituel. Les habitués du basketball savent que c'est ton petit nom. Oui, les habitudes de basket, mes amis d'enfance. Oui. D'où est-ce qu'il vient déjà, ce surnom-là? Ça vient du anecdote. quand à la garnison, quand on était tout petit, qu'on jouait. Donc, c'est comme ça qu'en jouant, on s'amusait à jouer au militaire. Ah ouais? Et on faisait un peu de l'armée à notre façon. Et c'est d'où est venu le nom Caporal. Parce qu'en réalité, ceux qui me connaissent depuis le camp m'appellent Caporal. Oui. Donc ils t'ont tout de suite attribué le grade de caporal. Oui. Bon, c'est vrai que c'était le grade caporal au début, mais c'est calé. C'est calé et puis c'est devenu un nom magnifique pour moi. Bien sûr, bienvenue sur ce plateau. Ah, merci. Voilà. Et donc, Steve Ngassa, coach, est avec nous sur le plateau ce soir. Bonsoir Steve. Bonsoir Christian, bonsoir à tous les copanélistes et à tous les téléspectateurs qui nous regardent et ceux qui sont sur Facebook Live. Il paraît que l'after de Temps Mort vous intéresse. Ah, je suis là. J'ai souvent vu des vidéos circuler sur les forums. Ouais.
Donc je vais vérifier aujourd'hui si c'est effectivement le cas ou si c'est juste des montages. Cette émission se poursuit généralement après le plateau, donc c'est pourquoi on parle de l'after, mesdames et messieurs, si vous n'aviez pas compris de quoi il s'agit ce soir. Et le quatrième homme consultant de cette émission est Lionel Ngounou, team manager de l'équipe nationale, monsieur du Cameroun, sera légèrement en retard ce soir. Une petite réunion avec le staff technique de l'équipe nationale, comme quoi il y a du boulot. Alors, du côté de la Ligue de basketball du centre, ça se joue, mesdames et messieurs. Donc, il est important pour nous d'y aller. Il y a eu des rencontres ce dimanche de ce côté-là, mesdames et messieurs. Ça s'est joué et puis on est en train de jouer quand même les Final 8 de ce côté. Donc permettez-moi de retrouver rapidement cela. Mais Yvan, comment vous avez un peu suivi l'actualité du côté du centre? Ça bouge là-bas. Oui, je pense qu'on l'a souvent répété ici, on l'a souvent martelé à suffire que sur l'échiquier national, je pense que la Ligue de basketball du centre fait partie des ligues les mieux organisées, si ce n'est la ligue la mieux organisée. Et qui devrait normalement être une source ou une passerelle d'inspiration pour les autres ligues, parce qu'en matière d'organisation, malgré la maigreur et l'étroitesse des moyens, notamment sur le plan financier et même logistique, ils réussissent quand même à organiser un championnat et à lui imprimer une certaine régularité sur le temps. Donc je pense qu'on les a déjà suffisamment félicités pour ces efforts qu'ils font là. On voit que c'est pratiquement la seule ligue sur les 10 que compte le pays qui continue à organiser les activités jusque dans les plus petites catégories, notamment les U16, U18. Oui, même moins que ça. J'ai parfois vu des matchs des U13, U12 du côté de la Ligue de basketball du centre. C'est vraiment un exemple qui est assez singulier, assez particulier sur le plan national. Et on va jamais le dire assez. Les autres ligues gagneraient bien à s'inspirer de ce que fait la Ligue de basketball du centre. Et bien sûr, on le disait hier dimanche, se sont joués des rencontres en U16 garçons, U18 filles, U18 garçons également. Et en U18 filles, on est en train de jouer les playoffs, le Final 8. Et donc, aux prises, plusieurs équipes, notamment Vogt, qui s'est imposée face à l'équipe de Dream Falcon, qui s'est imposée également face à Lena Fusée, qui a gagné sa rencontre sur tapis vert face à Overdose. Onyx qui l'a emporté sur Friendship, attention, 71 à 17, c'était quand même assez lourd, grosse punition en U18 garçons. C'est les playoffs, le round 1 qui se joue là-bas. Victoire de Escape sur Friendship 55-58, victoire de Alf de monsieur, s'il vous plaît, le score 130 à 45 face à KGA, s'il vous plaît. Les Warriors sont gagnés sur tapis vert face à ACPBA et puis Falcon l'a emporté face à Alf 1,61 à 36 en U16 garçons, ça s'est également joué. Rencontre que Onyx l'a emporté sur 512 à 54 à 22. Sim Kassa, comment se porte la Ligue régionale du littoral? Vous êtes coach d'une équipe qui est très engagée dans cette ligue-là. Je vais la nommer École de basket. Comment la Ligue se porte? La Ligue régionale du littoral, je pense, elle est Vous avez envie de rire ou quoi? Lâchez-vous. Hein. Bon, c'est quand même difficile de parler de la Ligue régionale du littoral juste après celle du centre, parce que le fossé est tellement énorme que, à la limite, au lieu de pleurer, à un moment donné, on préfère en rire. Bon, la Ligue du littoral est aux arrêts. La saison régulière s'est terminée il y a quelques semaines. Le secrétaire général a fait quelques annonces ou quelques rappels par rapport aux finances, je pense, par rapport à l'organisation des playoffs. Donc, en réalité, la Ligue est plus ou moins en attente des prochaines communications du secrétaire général pour savoir quelle sera peut-être la formule, quelles seraient les modalités pour la suite des compétitions. Et donc, entre-temps, qu'est-ce que l'école fait? Vous savez, c'est très difficile parce que déjà, la plupart des gymnases étaient occupés à cause des examens. Donc, vous savez que nous, on s'entraîne au lycée Josse. Donc, c'est uniquement la semaine dernière qu'on a pu regagner notre gymnase. Donc là, vraiment, on est plus en phase de reprise physique. Et vu qu'il n'y a pas effectivement de programme pour l'instant, c'est un peu difficile de pouvoir tabler sur un chronogramme. Mais on peut dire qu'on est simplement en phase de maintien parce que l'incertitude ne permet pas vraiment de se donner à fond. Oui. Et donc,
Martial Yudom, la Ligue du Littoral est encore en arrêt en attendant d'une prochaine communication. Est-ce qu'au finish cette année, on pourra dire qu'on a joué dans le Littoral finalement? On espérait, hein, quand tout a commencé, que voilà, ça se terminerait bien. Mais là, ça va faire un deuxième arrêt, dont la suite n'est pas connue. On dira que c'est encore une saison plus ou moins blanche. Ok, donc bon, c'est une saison blanche, bien sûr, et ça ne surprend personne. Ça ne surprend personne parce que dès le départ, on savait, tous les passionnés du basket dans le littoral savaient que à la tête de ces ligues, le Grand Manitou, on ne pourrait aller nulle part. Qui c'est que vous appelez le Grand Manitou? Celui qui dirige ces ligues seul. Il est en même temps président SG, a fait le tout. Et je ne sais pas pourquoi il a de la peine à passer la main. Je ne sais pas à qui profitent ces désordres-ci. Je pense que les instants fêtiers doivent tirer bénéfice de ce désordre. Sinon, je ne comprends pas pourquoi, après le magnifique travail abattu l'année passée, on est revenu à un singleton qui ne parvient à rien faire et qui n'est même pas capable de faire un bilan ou quoi que ce soit en fin de saison. C'est vraiment regrettable. Ok, nous sommes obligés d'attendre les fameuses élections pour que la main soit passée. On espère que cette fois, les amoureux du basket, les décideurs, ne vont pas se laisser berner comme d'habitude. Rien n'est annoncé, on attend. Ah, d'accord, parce que vous en parlez. On attend après. Non, on attend, on ne sait pas quand ça va arriver. Nous sommes, je pense, il y a 7 ans, voire plus, qu'on attend. Je ne sais pas pourquoi le ministère reste aussi silencieux. Pourtant, ils ont des rapports, il y a des délégations qui sont sur le terrain, qui voient et qui sont au courant de tout ce qui se passe. Je vais vous lancer sur un propos tout à l'heure. Vous avez dit le Grand Manitou, qui est président, qui est secrétaire général, qui est trésorier, qui est tout. C'est le secrétaire général actuel. Mais je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il a le choix dans un environnement où ces postes de responsabilité, normalement sur le papier, sont occupés par des personnes qui ne sont malheureusement pas engagées jusqu'ici? A-t-il le choix? Il a le choix. Il a refusé de démissionner. Pourtant, le président a demandé de passer la main. Même s'il ne démissionne pas, qu'il laisse le comité provisoire qui avait été mis sur pied, qui a fait un magnifique travail continuer. Pourquoi il bagarre pour revenir? Qui c'est qui avait initié le comité provisoire? Les présidents de club sur l'impulsion des entraîneurs. Et qui c'est qui a... Et on avait eu l'accord du président de la Ligue qui était venu. Il y a eu une séance de réunion où il s'est assis, il nous a félicité, il a demandé à son SG. Ça, c'est pour la deuxième ou la troisième fois en 3 ans que le SG refuse de laisser tomber. Et qui c'est qui a remis le mandat actuel sur pied? Je veux dire, la fédération, il y a eu une réunion de concertation entre le bureau élargi et le secrétaire général. Le bureau élargi n'a pas voulu travailler avec le secrétaire général, sachant que par le passé, il n'a pas permis qu'on avance clairement. On a eu des retards il y a 2 ans à cause du secrétaire général. Il y a eu une réunion où il a pris la main. Par la suite, il y a eu un conseil d'administration où les vieux démons sont ressortis, c'est-à-dire les anciens présidents sont ressortis, venus donner le pouvoir au SG et disparaître par la suite. Qui c'est qui est le boss? Le boss, c'est le président de la Ligue, mais le boss a dit clairement... Qui c'est qui est le boss de l'instance? Parce que je vous pose la question, qui a remis le bureau actuel en place? C'est la fédération. Qui c'est qui est donc le boss? Avec le conseil d'administration. Qui c'est qui est le boss? C'est la fédération camerounaise de basketball. Oui, mais c'est ce que je dis, je ne sais pas, ça profite sûrement à la fédération. Justement, la question à qui est-ce que ça profite? Peut-être vous trouverez la réponse à travers ce niveau-là. Si jamais vous pensez que ce désordre profite à quelqu'un, et si jamais désordre il y a. Yvan Kamwa, vous pensez qu'il y a désordre au sein de la Ligue régionale de basketball pour le littoral? Non, le désordre, il est patent. Et je pense que la façon bancale avec laquelle les compétitions sont organisées dans le littoral, justement, est la conséquence de ce mal-être-là au niveau du fonctionnement de la Ligue. Par contre, je voulais revenir sur 1 ou 2 éléments que Martial Yudom a évoqués tout à l'heure. C'est vrai que la saison dernière, on avait
plus ou moins apprécié la façon dont le championnat avait été organisé par le bureau transitoire qui avait été mis sur pied. Mais force est de constater que, vous savez, toute organisation fonctionne sur la base des dispositions textuelles et réglementaires. Ce sont les textes qui régissent le fonctionnement de tout groupement, quelle que soit la dénomination. Moi, j'ai l'impression que, étant donné qu'à certains moments, les pairs, c'est-à-dire que les clubs, qui sont en réalité ceux qui font la Ligue, ont constaté qu'il y avait un malaise qui était profond. Ils ont peut-être décidé de mettre sur pied un bureau transitoire pour gérer de façon intérimaire les choses en attendant qu'une élection puisse porter à la tête de ces ligues-là des personnes qui auront un mandat. Sauf qu'ils ont peut-être eu la légitimité de ceux qui les y ont portés, mais au niveau de la légalité, ce sont les textes qui devaient leur conférer la légalité qui les place à ce poste-là. Oui. Mais on est revenu simplement au statu quo ante du retour aux affaires du secrétaire général, parce que dites-vous bien que si le secrétaire général revient aux affaires et que personne n'a les moyens de l'y enlever, c'est parce qu'il estime que juridiquement, sur la base des textes qui régissent le fonctionnement de la Ligue, je ne sais pas trop... Le secrétaire général. Voilà, il est le secrétaire général. Donc, les clubs ne peuvent pas être contents de ce qui se passe. La saison dernière, ils ont peut-être profité de cette brèche-là pour pouvoir installer un bureau transitoire. Tout le monde a bien vu qu'ils ont bien fait les choses. Mais ce qu'ils devraient faire, c'est de mettre sur pied un mécanisme qui va permettre un retour ou alors d'organiser les élections le plus tôt possible, puisque c'est sur la base de ces élections-là qu'ils pourront installer un bureau qui aura, eux, la légalité pour pouvoir travailler. Pour avoir la légitimité, c'est-à-dire que club, les présidents de club et tout, ça peut vous donner l'onction de travailler. Mais si sur le plan de l'organisation textuelle et réglementaire de la Ligue, vous n'avez pas vous n'avez pas le support qu'il faut, vous n'avez malheureusement aucune légalité, donc forcément à un moment ou un autre vous serez rattrapé, comme le bureau transitoire de l'année dernière a été rattrapé. On est simplement revenu, ils ont été obligés quelque part de remettre la gestion de la Ligue au secrétaire général. On va dire que la fédération joue peut-être le jeu du secrétaire général ou bien de l'équipe troupe qui est actuellement en place, mais la réalité c'est que sur le plan légal, ça leur donne le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc la seule manière, pour ceux qui ont envie que les choses sensent, c'est d'organiser les élections, aller aux élections et mettre ceux qu'ils voudraient qu'ils soient là et que ceux-là gèrent. À partir de ce moment-là, ils auront non seulement la légitimité, mais la légalité. S'ils ont seulement la légitimité de leur pays, ils n'ont pas la légalité des textes, ils ne pourront pas gérer. Oui, attendre que les élections soient organisées. Alors, la Ligue, la Ligue du littoral aujourd'hui souffre donc de ces textes existants et de ses membres inexistants. Il y a lieu de faire quoi? De laisser les choses aller en attendant que les élections arrivent, un de ces quatre. Comment peut-on prendre le taureau par les cornes dans ces conditions-là, où on est embrigadé, emprisonné par des textes? Oui, vous savez, la Ligue actuellement est embrigadée par les textes. Le secrétaire général a été élu, donc la seule façon qu'il soit remplacé sera via une nouvelle élection. Effectivement, l'Olympiade est terminée depuis à peu près 3 ans, donc les élections n'ont pas encore été programmées. Mais en réalité, la situation au niveau du basket et entre guillemets au niveau du sport camerounais est un peu plus complexe. Les textes sont utilisés selon le profit qu'on va en tirer. C'est-à-dire qu'on peut avoir une dizaine d'exemples où les textes ont été bafoués, aussi bien par la Ligue que la Fédération. Vous nous en donnez 2? Pardon? Vous nous en donnez 2? Oh, mais je peux vous en donner. Si on regarde simplement pour le cas le plus récent, le forfait qu'a eu École de basket, il n'y a aucune, enfin même pas le forfait, la gestion des matchs École de basket contre FAP de cette saison, qui a été programmée 3 fois, il n'y a aucune base qui puisse justifier qu'au final, après que FAP n'ait pas pu venir 2 fois, que l'école de basket se retrouve avec un forfait et une amende de 50 000. Bon, je veux dire, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait revoir. Bon, la situation est effectivement au niveau du littoral un peu plus complexe. Je pense d'ailleurs que c'est un problème interne au niveau du bureau de la Ligue, entre principalement, je pense, le SJ et le CDF, qui ont fait que, malgré, je pense, la bonne volonté au départ, que la machine, à un moment donné, se soit grippée. C'est dommage, parce qu'en réalité, c'est le basketball du littoral qui les perd. Quand on voit le centre avec autant de compétitions, les U18, les U16, on n'imagine pas. Mais en tant que coach, je peux vous dire que le gouffre est en train de s'agrandir énormément.
Quand vous avez des écoles de basket, il y en a plusieurs qui s'ouvrent en ce moment, les Hope School, Douala Firebirds. S'il n'y a pas de compétition, c'est difficile de motiver les enfants, de faire qu'ils travaillent. Donc c'est important qu'il y ait ce genre de compétition pour que les enfants puissent s'évaluer et continuer à travailler un peu plus. La même chose, ceux qui sont allés à la balle il y a quelques semaines, ils ont vu ce que c'est que le haut niveau. Donc quand ils vont revenir au Cameroun, ils vont travailler encore plus. Parce qu'au Cameroun, ils plafonnent, ils dominent, donc ils sont complaisants. Et c'est la même chose pour les jeunes, pouvoir s'affronter. Donc, moi je pense que à un moment donné, effectivement, le ministère certainement va relancer des élections. Et à ce moment-là, des décisions seront prises sur la destinée future du basketball au littoral. Bon, vous savez, les élections réservent souvent beaucoup de surprises. Donc même là, c'est pas une garantie. Encore qu'on ne sait pas encore quand est-ce que les élections vont arriver. Martial Yudom, pour venir délivrer un petit peu, j'ai envie de le dire tout de suite, si on s'en tient à ce que les acteurs de ce basketball disent, c'est-à-dire disent et ressentent l'envie de jouer, de recommencer à jouer, on ne saura pas. On ne saura pas tant que le ministère ne décidera pas. J'ai déjà envie de revenir sur la question qui a été posée à Steve en ce qui concerne ce qui est prévu, qui n'est pas respecté. Depuis 11 ans aujourd'hui, plus d'11 ans, aucune assemblée générale ne s'est tenue. Pourtant, dans les textes, il est clair qu'en début de saison, il doit avoir une AG. Et même à la fin, si je ne me trompe pas, pourquoi la fédération organise seulement les assemblées générales électives? Pourquoi les ligues ne respectent pas cette partie des textes-là qui veut qu'à chaque saison on se retrouve? S'il y avait eu AG chaque année, ce que le problème du littoral aujourd'hui aurait été résolu. Ah oui? Oui. Alors, donc, si la fédération n'organise pas l'AG, la Ligue n'organise pas, puisque la fédération ne peut pas demander à la Ligue du littoral d'organiser l'AG, pourtant elle-même, elle en fait pareil. Donc, je veux dire elle devra attendre le quitus de la fédération pour organiser une AG, la Ligue? Non, pas en principe, mais sauf qu'elle pourrait être sommée par la Ligue, par la fédération. Mais maintenant, si la fédération elle-même ne respecte pas cette partie des statuts... Au-delà de la sommation de la fédération, est-ce que la Ligue peut prendre sur elle d'organiser une AG? Bien sûr. Alors, est-ce que les la acteurs... Ligue du sang, l'année passée, si je ne me trompe pas, avait organisé une AG. Mais pourquoi les acteurs... On a vu les images ici. Ma question arrive. Pourquoi les acteurs qui se plaignent, dont vous, ne pouvez pas, peut-être, je ne sais pas, initier qu'une AG soit organisée, par exemple? Je ne sais pas. La dernière fois qu'on a changé les textes, on a enlevé le pouvoir aux acteurs d'organiser l'AG. Pour organiser une AG, avant, pour organiser l'AG, les 2 tiers des membres de l'AG pouvaient le faire. Maintenant, on a enlevé cette partie. C'est soit le président de la Ligue, soit le président de la fédération. Donc, nous demandons depuis 2 ou 3 ans au président de la fédération de prendre ses responsabilités. Je l'ai dit ici maintes fois. Et eux-mêmes, ils sont en train d'oublier parce qu'une fois, le secrétaire général était en train d'en vouloir au président de club de ne pas prendre les responsabilités. Effectivement, nous avons enlevé cette possibilité de pouvoir organiser l'AG. Pourquoi ne donc pas les mettre face à leurs responsabilités? Est-ce que ça ne vous rend pas responsable de ne pas leur mettre face à leurs responsabilités? L'année passée, on a fait un mouvement. Ce mouvement aboutit à quelque chose. Ils ont vu le travail qu'on a fait. On s'est dit, en laissant la main, le secrétaire général aurait pu faire amende honorable pour aller sur les bases qui ont été fixées par le président de club. Parce que là, on a fixé les bases solides. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas comment ça se gère. Mais je sais que le problème de la Ligue, c'est que le président ne veut pas travailler le secrétaire général. Le CDF ne veut pas travailler le secrétaire général. Le président d'organisation des compétitions que je suis ne veut pas travailler avec le secrétaire général. Pourquoi donc le secrétaire général insiste pour rester au pouvoir? Alors vous dites que Steve Ngassa, est-ce que ce n'est pas un peu se mouiller soi-même quand on dit qu'un président qui peut prendre sur lui d'organiser une AG, ne voulant pas travailler avec un secrétaire général qui serait le problème du mal fonctionnement d'une ligue aujourd'hui, n'organise pas lui-même cette AG pour résoudre le problème? Non, bon, il faut quand même reconnaître que le président de la Ligue a été très absent ces derniers temps pour multiples raisons. Alors, comme quoi, ça vous rend tous responsables? Bon, vous savez, à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre. Moi, je pense que j'ai eu à être dans plusieurs mouvements
de contestation depuis que je suis rentré au Cameroun par rapport au basket. On a été suspendu 1 an. Malheureusement, souvent, les acteurs ne savent pas que c'est eux les principaux éléments et ne vont pas souvent vers la même direction. Ce qui fait que, à un moment donné, on a beau écrire dans les forums, on a beau se plaindre, mais in fine, à un moment donné, il faut être capable de prendre sa destinée en main. Vous savez, nous, notre basket, il est derrière nous. Donc, c'est aux jeunes maintenant de décider ce qu'ils sont prêts à faire pour pouvoir sortir de cette impasse. Le basket n'est pas une fin en soi de toute façon, ou bien jouer dans la ligue régionale n'est pas non plus une fin en soi. Des ligues peuvent se créer, il y a beaucoup d'éléments. Je pense simplement qu'à un moment donné, il faut que les basketteurs, les joueurs principalement, se regroupent et décident de ce qu'ils veulent faire pour le basketball au littoral. S'ils le décident d'une seule voix, je peux vous garantir que les instances seront obligées de suivre. Steve Ngassa, vous avez dit les joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs sans coach? Non. Est-ce qu'il y a des jeux sans coach? Est-ce qu'il y a des joueurs sans coach? Non, vous savez, si vous avez 10 équipes de basket, vous pouvez avoir 10 coachs, mais ça fait au moins 150 joueurs. Donc, l'élément principal du basket, ce sont les joueurs, de toute façon. Oui, mais si un coach que vous êtes dans une administration, l'administration d'un club, vous faites partie de l'administration d'un club, avec le président du club, vous dites, OK, nous, on ne peut plus continuer de fonctionner comme ça, on décide d'arrêter, vous dites à vos joueurs, c'est bon, c'est stop, nous, on ne s'engage pas cette saison. Pensez-vous pas qu'il y aura pas de jeu, que ça va interpeller vivement quand vous dites que c'est les joueurs? Ce serait pas un peu indiscipliné pour un joueur de dire, je ne joue plus quand son président de club et son coach sont engagés dans un championnat? Bon, ça dépend de la gestion de l'équipe. Bon, moi, je suis à l'école de basket. C'est une gestion assez participative où les joueurs ont effectivement un grand mot à dire sur les destinées et sur les choix de l'équipe. Donc, c'est peut-être pour ça que je me dis c'est peut-être des joueurs qui ont le rôle le plus important. Mais en réalité, je pense simplement que au lieu de continuellement se plaindre, à un moment donné, il faut prendre une décision. C'est pour ça que moi, cette année, vraiment, s'il y a un match et que mon équipe doit jouer, je viens, je joue. Je n'ai plus le temps de crier sur le SG. Il fait ce qu'il peut. Je pense que lorsque la Fédé a organisé ce meeting en début de saison qui a permis de le remettre en jeu, j'ai eu à parler à certains membres de la Fédé et je leur ai dit, ce que vous faites là, c'est bien beau de dire c'est pour respecter les textes, mais à un moment donné, le basket est peut-être plus important que les textes parce que vous savez quelle est la situation. Et je leur ai dit, nous allons y aller et dans quelques mois, je peux vous garantir que la saison ne va pas s'arrêter, elle ne va pas se terminer, on va encore pleurer, on va encore se plaindre du SG, mais on sait très bien que c'est ce qui va arriver. Ça n'empêche pas que on va y aller avec la bonne foi, donc on va s'affilier, on va s'engager, on va voir. Mais en réalité, le nerf de la guerre, ce sont les finances. Parce que je pense que si en début de saison, le gymnase peut être payé pour l'ensemble du tournoi, je pense qu'il y aura déjà moins de pression. Mais le fait que les finances ne viennent pas forcément à temps, que les équipes non plus ne payent pas forcément leur licence à temps, leur affiliation à temps, font aussi qu'à un moment donné, il y a un certain méli-mélo, à un moment donné, les finances sont payées sur le terrain, et à ce moment-là... Ça crée une difficulté de fonctionnement. Ça crée beaucoup de difficultés parce que le CDF peut ne pas être sur place, ce sont les officiels qui sont là, donc le SG se retrouve à collecter l'argent, donc même ce désordre-là aussi, il y a une partie de responsabilité qui est due aux équipes, donc c'est pas facile, c'est un environnement très compliqué, mais quand même l'année dernière a prouvé qu'avec de la volonté et des sacrifices, on pouvait arriver à un bon résultat. Je pense que la volonté y est, mais par contre des sacrifices, il n'y a pas de sacrifice. Alors, Yvan comme moi, pas de sacrifice. Qu'est-ce qu'on peut? Moi, j'ai envie de revenir sur quelque chose que Martial évoquait tout à l'heure. Quand il dit qu'un droit leur a été enlevé, moi, ça me semble assez ahurissant quand même, parce que ce soit au niveau fédéral, que ce soit au niveau des ligues régionales, il n'y a pas de fédération sans club. C'est clair. Il ne peut pas avoir de ligue sans club. Quand il dit que les textes ont été amendés et qu'une partie, il y a un extrait des textes qui a été, une partie des textes qui a été enlevée, j'ai envie de demander qui a voté ces textes. Si ce sont les acteurs dont les clubs, par leurs représentants que sont les présidents. C'est qu'à un certain moment, on est dans un jeu de roublard, où chacun a son intérêt, et quand ça penche à son avantage, il est d'accord, et quand ça penche pas à son avantage, il n'est pas d'accord. Le bureau de la Ligue qui est là actuellement, on ne leur demande pas de se faire des bisous par la bouche. C'est pas ce qu'on vous demande de faire. Quand on a atteint
un certain âge, quand on est des personnes d'un certain âge, on doit savoir où se trouve l'essentiel. C'est ça. Est-ce que l'essentiel aujourd'hui, c'est que le basketball se joue dans le littoral de façon normée, en respectant certains canons? Ou est-ce que l'essentiel aujourd'hui, c'est de préserver chacun votre ego qui est surdimensionné? Je me dis, non. Si vous dites que la cause principale qui vous lie, c'est le basketball, à un certain moment, chacun doit être capable de mettre de l'eau dans son vin, de sursoir un minimum à son orgueil et travailler ensemble pour que ce basketball puisse vivre avec un minimum de vitalité. En attendant peut-être que l'élection arrive, que ceux que vous ne voulez plus justement aux affaires dans le littoral, que vous les mettez à côté par le biais des élections. Mais tant que les élections ne seront pas organisées, ces personnes-là ont la légalité. Je reviens toujours au thème légal. Ils ont la légalité pour travailler là. Les autres vont être contents, ils ne vont pas être contents. Ils y ont été conduits par un processus légal et comment dire, illégitime. Et la seule façon de leur retirer cette légitimité, cette légalité-là, c'est d'organiser des élections. Donc à un certain moment, il faut qu'on sache où se trouve l'essentiel. Est-ce que l'essentiel se trouve dans des guerres interpersonnelles ou l'essentiel c'est un retour du basketball dans le littoral? Moi je pense qu'honnêtement, la façon dont le basket est organisé dans le littoral, il y a tellement de matière grise pour faire fonctionner le basketball différemment dans le littoral que ce qui se fait là, c'est à en couler les larmes. Et à un certain moment, il faudrait que chacun s'ussoive à son orgueil, qu'on essaye de taire certaines querelles et on sauve ce qui peut être encore sauvé pour l'instant en attendant que les élections soient organisées parce que nous sommes tous d'accord. Le championnat est arrêté, on n'est même pas sûr s'il va redémarrer là demain. Il y a un Final Four qui arrive dans quelques jours. Vous pensez que l'équipe du littoral qui va aller dans ce Final Four dans quelques jours là, a-t-il les armes? A-t-il les armes pour pouvoir combattre avec les équipes qui viennent par exemple du centre? Moi je dis non, parce que dès la base, la façon dont le basket est organisé dans le littoral est une sorte d'autoflagellation pour ses représentants dans ces compétitions nationales-là. On a vu, par exemple, le championnat cette année, les équipes du littoral n'ont pas pu peser grand-chose dans la balance face à cette équipe du centre, face aux équipes du centre, parce que dans le centre, ils essayent minimalement au niveau des compétitions, de la façon dont les compétitions sont organisées, de mettre toutes les chances de leur côté pour que leurs équipes soient performantes dans ces championnats nationaux-là. Mais dans le littoral, la façon dont c'est organisé, je suis désolé, on peut avoir les meilleurs joueurs dans les meilleurs teams, mais si vous n'avez pas de maths dans les jambes, il vous sera difficile de rivaliser avec les autres équipes, avec les autres équipes qui, elles, ont assez de maths dans les jambes. Donc, qui sur le plan athlétique et sur le plan de la compétitivité vont forcément avoir une longueur d'avance sur vous. Oui, mais moi ce que je peux ajouter en réalité par rapport aux pseudo-guerres, moi je peux confirmer qu'au début de cette saison, je pense 95 à 100% des clubs se sont affiliés. Donc la majeure partie, l'ensemble des clubs ont cru au nouveau projet, enfin ont cru, se sont dit on va donner une chance à ce projet-là en s'affiliant. Mais la problématique véritable, elle a été la même l'année dernière, c'est-à-dire le paiement des frais, c'est une problématique qui a toujours existé. Je suis même sûr que si on appelle le président Yves Salah au centre, il doit certainement rencontrer ces mêmes difficultés-là. Donc ensuite, c'est quelle est la capacité au bureau en place pour réagir. Et malheureusement, comme je l'ai dit, je pense que la difficulté cette année a été interne au bureau. C'est-à-dire que on n'a pas entendu un président de club parler cette année par rapport à l'organisation de la saison. Je veux dire, chacun est resté à sa place, chacun a essayé de voir comment ça allait se dérouler. Mais très vite, entre le CDF effectivement et le secrétaire général, la communication ne passait plus trop. Et c'est deux éléments très importants pour pouvoir organiser cette compétition. Parce que sans les finances, on ne peut pas organiser la compétition. Et on ne peut pas organiser la compétition sans les finances. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que l'une des raisons pour laquelle la compétition ne reprend pas, c'est la disponibilité du gymnase. Je peux vous garantir que si ce soir, on signe un partenariat avec SCV Temps Mort qui nous offre 20 journées à de la salle, dès ce week-end, la compétition pourra reprendre et on aura des matchs un peu mieux organisés. On va se rapprocher de la Ligue de basketball du centre. Donc, vu que le siège social de SCV est au littoral, je pense que ça, c'est un appel. Ok. D'accord, on peut dire qu'il n'est pas rentré les oreilles des sourds. Mais monsieur, sur le plan d'organisation de l'Assemblée générale, il faut une grosse mise en place en termes de mobilisation des personnes. Alors, on a une participation de Merlin Tchoumfa qui nous dit que les textes sont là, en s'adressant particulièrement à vous, Yvan Kamwa, et que le bureau de la Fédération, en voulant verrouiller tout accès
non contrôlés au poste électif a carrément émasculé les clubs en modifiant l'article qui permettait aux 2/3 des présidents de clubs de pouvoir organiser une AG extraordinaire. Les textes aujourd'hui ne permettent pas l'organisation d'une AG extraordinaire. Il poursuit en disant que c'est ceux à qui le basket a tout donné au littoral qui ont tué la Ligue du littoral. Et il le dit depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui en assumant ses propos au passage. Et il poursuit en disant que l'article 36, dans l'article 36, il est dit que l'Assemblée générale de la Ligue se réunit une fois par saison sportive sur convocation du président de la Ligue ou de la majorité des membres du bureau directeur de la Ligue. À l'occasion donc de l'Assemblée générale élective, l'AG élit un président de séance et un secrétaire rapporteur. Les délais de convocation sont de 15 jours, hormis le cas de l'Assemblée générale extraordinaire pour lequel les délais peuvent être réduits à 3 jours pratiquement. L'Assemblée générale extraordinaire ne peut être convoquée que sur initiative du président de la Ligue, des 2/3 des membres du bureau directeur et du président de la fédération. Ces décisions sont prises à la majorité des 2/5 des voix des membres présents ou représentés. Alors, au vu de tout ceci, monsieur, on a envie de dire qu'il manque de personnes pour organiser une AG finalement, alors que les acteurs sont là, bien vivants. Manque de volonté. Je ne pense pas que c'est un manque de volonté. Pourquoi c'est pas possible? C'est fait exprès. Parce qu'en organisant cet AG extraordinaire, ils vont tout perdre le contrôle. Moi, je pense que les uns et les autres vont avoir le contrôle de la future élection. Moi, c'est la lecture que je fais malheureusement. Ça n'engage que moi. Parce que je n'ai pas compris ce qui s'est passé en début de saison. Ce volte-face-là a été pour moi quelque chose d'inattendu. Pendant que le bureau et l'AG est en train de réfléchir sur comment améliorer les choses. Et voilà, pas une réunion qui est sortie de nulle part. On nous promet que non, le secrétaire ne va pas revenir aux affaires. Mais en fait, on nous a endormis. Aujourd'hui, honnêtement, je suis déçu par ceux qui avaient convoqué cette réunion-là, que ce soit les réunions de concertation qui avaient eu lieu pour que le secrétaire général vienne aux affaires, que ce soit le conseil d'administration qui avait été convoqué par le premier vice-président et le deuxième vice-président, qui étaient sortis de nulle part, qui n'étaient au courant de rien, qui n'avaient pas existé tout au long d'une saison, qui sont sortis de nulle part pour donner le pouvoir. Il avait été dit dans cette salle ce jour, je me souviens bien de mes mots, que je ne peux pas sortir de chez moi avec un caillou dans ma chaussure et être sûr que je devais arriver à bon port. Voilà aujourd'hui que ce caillou-là est plutôt entré dans les chaussures des autres, puisque moi j'avais 10 séances tenantes, que je ne continuais plus le travail. Voilà que aujourd'hui on ne peut que constater cet échec. Et cet échec, on va dire, j'espère que ça va nous préparer, nous les acteurs, comme Steve le dit, ça ne sert à rien de pleurer, mais c'est de notre devoir aussi de venir, de parler du basket, de ce qui est positif, de ce qui est négatif, pour que les choses s'améliorent. Voilà. Mais quelque part aussi, je pense que c'est trop facile pour ces acteurs que sont les clubs de verser dans cette infantilisation-là, qui voudraient toujours qu'ils se placent dans la posture de ceux à qui on impose tout. Je redis encore, il ne peut pas avoir de ligue sans acteurs. Si vous estimez que le fonctionnement actuel de la Ligue régionale du football dans le littoral, du basketball dans le littoral est en porte-à-faux avec vos intérêts, vous avez tellement de moyens de coercition qui peuvent les amener à faire machine arrière. Vous pensez qu'aujourd'hui, si vous faites terrain mort, ils vont organiser quoi sans qui? Ce n'est pas possible. Vous pensez que si les clubs aujourd'hui, le SG programme 2-3 journées, personne ne vient jouer, il va continuer à fonctionner avec qui? Si vous estimez que c'est le secrétaire général qui est le problème, vous pouvez le mettre en minorité en faisant par exemple terrain mort. Comment dire? Christian parlait tout à l'heure des entraîneurs. Vous pensez que si les entraîneurs mettent sur pied un mouvement d'humeur généralisé où ils font banc de touche mort, il n'y a aucun entraîneur pendant les matchs sur un banc de touche, les joueurs ne viendront pas jouer, il n'y aura pas de match. Et la Ligue ne peut organiser aucune compétition sans les clubs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous décrivez présentement, c'est ce qui a eu lieu l'année dernière. C'est exactement le processus qui s'est passé, parce que la saison l'année dernière ne s'est pas terminée, suite au mouvement des entraîneurs qui ont entraîné les présidents et qui finalement a mis un terme à la saison. Je pense que, enfin ça c'était la saison il y a 2 ans. Donc l'année dernière, le bureau provisoire a été mis en place suite à ce mouvement-là.
Et l'un des objectifs du bureau provisoire, du bureau élargi, était de montrer que c'était possible de le faire, de montrer que le littoral n'est pas maudit. C'est-à-dire qu'il y a les ressources et il y a la capacité d'organiser un tournoi. Et je pense que ça a été le championnat qui, malgré Covid, est allé à son terme et a une très belle finalité. Donc je pense que l'idée était de montrer que c'était capable. Lorsque le bureau élu, qui est le bureau légitime, a été remis aux affaires, je pense que malgré le scepticisme de la plupart des dirigeants du club, chacun s'est dit, vu que l'année dernière ça a bien marché. Ils vont peut-être s'inspirer. Oh, oui, évidemment, oui, effectivement. C'était notre souhait. C'était le but qui s'inspire. Je pense qu'il y a même certaines formules qui avaient été adoptées par le bureau élargi qui a continué. Mais malheureusement, à un moment donné, je crois à court de financement, il a commencé à y avoir des distensions entre le secrétaire général et le CDF, qui ont, je pense, fait que le CDF se retire de la gestion. Et c'est ainsi que l'ESA lui-même, le SG, a dû essayer de joindre les bouts tant bien que mal. Pour continuer. Mais je pense que avec l'expérience de cette année, je pense que l'année prochaine, les clubs vont se prendre en main. Aussi bien les clubs que les présidents. Que les présidents de clubs. Les joueurs. C'est tout à leur avantage. Bien sûr, c'est tout à leur avantage dans tous les cas. Le vœu est là, que le basketball se joue. Vous avez évoqué les centres de formation tout à l'heure avec des jeunes de plus en plus nombreux. La preuve, on était du côté du Mungo, où un camp a eu lieu le 26 juin dernier, qui a regroupé plusieurs jeunes seulement dans la zone du Mungo. Vous pouvez imaginer le nombre de jeunes qu'il y a là-bas. Et ce Mungo Zone qui lui aussi, si je ne me trompe, s'est retiré des activités de la Ligue parce que dépensait énormément de sous pour quitter le département du Mungo pour venir jouer à Douala avec les enfants qu'il fallait ramener. Avec plus d'une équipe même d'ailleurs engagée, c'était compliqué dans une organisation comme celle-ci, on ne pouvait pas continuer de fonctionner. Et donc ce camp a eu lieu de ce côté-là, Mungo Zone Basketball Camp Tour, samedi dernier. On voit en image les photos de ces gamins qui sont réunis, plus d'une cinquantaine d'enfants donc qui ont fait le déplacement pour une journée de basket ce samedi-là, qui a également regroupé les coachs venus d'ailleurs, d'autres régions, pour apporter quelques instruments à ces enfants-là afin que finalement ils puissent jouer au basket. Mais où il faudra leur donner cette possibilité-là parce que ce ne sera pas à eux de venir chercher. Ils sont là à se demander ce que vous faites pour que finalement ils aient le temps de jeu. Mais le camp, lui, s'est tenu dans les très bonnes conditions malgré les difficultés. On va écouter les acteurs de ce camp-là, notamment le coach Auguste Siedjou qui est parti de l'Ouest Cameroun et l'initiateur Abel au micro de Basket Zoom. Bien, déjà, c'était une formidable journée qu'on a eue parce qu'on est là depuis le matin. Et avec tous ces jeunes autant nombreux et autant motivés, on ne peut qu'être content de voir autant de jeunes volontaires et voir autant de parents qui viennent soutenir leurs enfants. C'est quelque chose de formidable, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc, rien que voir ça et avoir tous ces jeunes là présents, c'est déjà une réussite totale. On n'a pas besoin de rentrer dans certains méandres, c'est une réussite totale. Oui, en une journée, il n'est pas question de se dire qu'on va venir travailler et développer un certain nombre de choses chez les enfants. Non, l'objectif était de les motiver suffisamment. C'était ça le principal objectif, de susciter et de créer chez eux un certain engouement, l'envie, la volonté. À travers tout ce qu'on a fait, c'était beaucoup plus à travers des jeux, on a fait beaucoup de jeux. Travailler peut-être certaines choses sur le plan individuel, bien sûr le plan collectif, mais l'objectif principal c'était de créer en eux beaucoup d'émulation, beaucoup de volonté, beaucoup de motivation. Parlant de la région de l'Ouest, ce qui nous manque, je pense qu'on manque énormément de compétition parce que dans tous les départements de la région, il y a des académies, il y a des équipes de basket qui ne demandent qu'à jouer. Il manque de la compétition. On a essayé, c'est vrai, il y a le Covid qui gêne un peu, mais fort heureusement, la Ligue a relancé ses activités et on va continuer d'ici là. L'objectif au départ reste dans la même ligne que les 4 premières éditions de Mungo Zone Tour. Créer des mouvements pour mettre les enfants qui adorent la balle orange en ébullition. Voilà. Constamment être côtoyé par cette activité qui est d'une passion forte. Donc aujourd'hui, l'objectif a été atteint. Les enfants sont là, ils ont répondu présents, nombreux, de différentes villes. Et voilà, tout s'est bien passé, on s'est amusé.
voilà, on peut dire que les objectifs ont été atteints. De façon ironique, je pourrais dire que c'est le dernier camp de ma vie que je vais organiser parce que vraiment, ça coûte les pieds et les mains. Voilà, habiller les enfants, s'arranger à ce qu'ils aient un casse-croûte, qu'ils se déplacent bien. Si c'est sur 2 jours, qu'ils dorment bien. Voilà, donc ça a été hyper coûteux. Je profite de cette tribune vraiment pour dire merci à tous les gens qui se sont mobilisés. Basketball Zoom depuis Yaoundé, M. Olivier Douana, vraiment. Voilà, les gars qui sont mobilisés, les coachs et tout. C'est ensemble vraiment qu'on a pu se serrer les coudes et atteindre vraiment ce résultat qui est une très belle fête pour tous ces gamins. De manière générale, le Mungo a toujours eu de très grands basketteurs pour le compte du Cameroun. Je ne vais pas citer ici les Brice Nensu, les Kamagou, Stéphane, les Nou, ils sont nombreux, de différentes générations, des Djobang et autres. Donc on reste dans la même lignée. On a été un peu en léthargie, on a un peu dormi, mais voilà, on réveille les choses, on bouscule les lignes. Voilà, et l'objectif c'est ça, promouvoir, dénicher d'autres, réveiller des prochaines Dulcie, ainsi de suite. Voilà, réveiller le mouvement et voilà, on va atteindre nos objectifs parce que beaucoup d'enfants vraiment suivent et il y a beaucoup de talent. Juste bien encadré, ça va le faire. Juste bien encadrer les talents et ça va le faire. Leur donner donc la possibilité de jouer. Parlons du Mungo. C'est un vivier quand même de production de basketteurs. Il en a cité quelques-uns tout à l'heure. Oui, tout à fait. Le Mungo a toujours égorgé de talent. Et l'un des avantages qu'on a dans ce genre de zone, c'est que les enfants sont très concentrés dans leur activité. Vous savez, quand un jeune est dans une ville, très rapidement, il peut se laisser détourner par d'autres tentations, alors que au Mungo, par exemple, vous avez des enfants qui vont le samedi, le dimanche retrouver leur terrain, même pendant la semaine après les cours, aller sur le terrain. Et il y a beaucoup de motivation et pour certains, c'est un échappatoire. Et c'est aussi un rêve de pouvoir, grâce à ce sport, aller découvrir d'autres villes et pourquoi pas aller découvrir d'autres pays. Donc vraiment, un gros coup de chapeau à Abel et toute son équipe. On les a vus commencer il y a quelques années. C'est vraiment pas facile. Déjà que gérer une équipe au littoral, c'est compliqué. Donc combien de fois de gérer une équipe au Mungo qui doit venir se déplacer lorsqu'il y a les rencontres ici. Mais par contre, je voulais rectifier, je pense pas qu'ils aient arrêté la saison, puisque dans le forum, je pense, des présidents, ils demandaient il y a quelques semaines quelles sont les programmations, qu'est-ce qui va se passer. Donc non, c'est véritablement un gros coup de chapeau. Et ils réclament depuis longtemps d'ailleurs qu'une journée du championnat se déroule au Mungo. Quand on voit les installations, on se dit effectivement, c'est quelque chose qui devrait être fait pour pouvoir montrer à tous ces jeunes ce qu'ils peuvent devenir grâce au basket. Bien sûr, en parlant des installations, il y a un magnifique gymnase du lycée de Manengouba en Konsamba où ce camp s'est déroulé. Mais c'est une bonne initiative, Martial Youdom, de permettre à ces jeunes dans cette zone-là de pouvoir se frotter à d'autres jeunes le temps d'une journée, à apprendre aussi des rudiments du basketball. Oui, Abel est à féliciter. C'est dommage que ce genre de promoteurs, avec le temps, manque de motivation. Je pense que ce soit la Ligue, que ce soit la Fédération, malheureusement, cette Ligue n'existe pas, pourrait encourager ce genre d'initiative. On a du côté de Konsamba cette volonté qui permet aux jeunes de sortir des pièges de la vie, on va dire. Il y a plein d'autres fléaux qui pourraient menacer ces jeunes-là. Mais quand on a ce genre d'événement qui montre aux jeunes que vous pouvez faire du basket, et il va jusqu'à citer le nom de Dulcie, des Mbang, des Nensu, qui, à travers le basket, ont réussi à s'effrayer le chemin. Aujourd'hui, ce sont des hommes dans la vie. Je pense que le projet, il est là. C'est à travers le basket permettre à un jeune de devenir quelque chose, comme les Siakam, comme les Embiid. Bravo Abel, beaucoup de courage. J'espère que ce genre d'événement sera copié par, pourquoi pas Yabassi, pourquoi pas EDA. Il y a déjà Ezeka qui fait pas mal. Avec Mambassa. On espère que dans ces régions retirées, je pense que
le basket peut véritablement se développer dans ces régions-là. Et en Konsamba particulièrement, les athlètes venant de Konsamba sont physiquement un cran au-dessus des autres de façon naturelle. Je pense que dû aux montagnes, dû aux plantations et autres. C'est comme dans le Mbam, hein, qui est réputé d'avoir des jeunes quand même assez grands. Steven Gassa. Oui, tout à fait. Vous savez, il y a énormément de talents dans les régions reculées. Maintenant, effectivement, il faut aller les chercher. Il faut qu'il y ait des académies qui permettent surtout de les déceler très tôt. Parce que malheureusement, l'inconvénient est souvent qu'on décèle ces talents quand ils ont déjà 15, 16, 17 ans. Et pour pouvoir espérer une carrière professionnelle, c'est souvent déjà trop tard. Donc c'est pour ça que vraiment, il faut saluer et il faut encourager toutes les initiatives qui permettent d'encourager ces jeunes à se mettre à cette passion-là très tôt, pour que par la suite, les plus talentueux puissent être repérés rapidement. Et pourquoi pas, vous savez, grâce au basket, vous pouvez avoir une bourse. Il y a énormément de basketteurs qui ont réussi à financer leurs études grâce à ce sport-là. Donc la finalité n'est pas simplement de pouvoir jouer à NBA, mais c'est d'abord d'apprendre pas mal des leçons de la vie, la vie en communauté, la vie en équipe, le sacrifice. Donc, et c'est ça que l'on doit retirer. Il ne faut pas vendre le rêve aux enfants, mais il faut leur vendre les leçons de la vie. Bien sûr. Il nous a rejoint ce soir, Yves Lionel Ngouna. Il y a plusieurs minutes de retard, mais on a annoncé justement les raisons de son retard. Vous comprenez qu'il est un homme désormais très occupé et qui, entre son boulot et l'équipe nationale, désormais, il devra trouver le juste milieu. Et cette émission aussi, il nous a quand même trouvé un petit peu de temps ce soir. Bonsoir Lionel, bienvenue. Bonsoir Christian, bonsoir au panel bien garni. Et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous étions du côté de Konsamba où s'est déroulé donc ce camp, Mungozone Basket Camp Tour. Et on évoquait également que dans les périphéries, Ezeka, Edeya, Yabassi, et même dans le Mbam, on pourrait recruter des jeunes. Le Mbam, j'imagine que vous en avez eu quelques-uns venant de là-bas. Particulièrement, je vous pose la question. Oui, c'est vrai, quand j'entrais dans le studio, il y avait les éléments du camp organisé par Abel du côté de Nkonsamba. Déjà, chapeau à lui, comme Martial l'a si bien dit. Ce sont ces initiatives qu'il faudrait multiplier à aider à ces Valérie Nguidjol, Manbassa, avec le coach Djabar Bebga, qui également le font là-bas à Ezeka. Aider, on en a eu avec J. Bell, et il y a aussi Dicor, qui est également, Bouma Dicor, qui est également fait dans ce genre d'initiative de ce côté. Donc ça se multiplie de plus en plus. Comme vous l'avez dit, par le passé, nous également, quand je dis nous, je parle de coach Armel, Hope School, moi et puis cette organisation, on a recruté des jeunes du côté du Mbam. On a pris quelques gars parce que justement, génétiquement parlant, morphologiquement parlant, ils ont cette aptitude à être des gens grands détails. Donc on a eu à recruter quelques jeunes qui aujourd'hui maintenant font les beaux jours de certains lycées et certaines universités aux États-Unis. Voilà. Donc vous voyez tout qu'il y a matière à aller chercher justement dans l'arrière-pays et surtout à soutenir des initiatives qui viennent de là-bas. Alors Ndi Mignem est tombée face à la Serbie, la française d'origine camerounaise, donc c'est la capitaine de l'équipe, non? Oui. Voilà, il y a la capitaine de l'équipe de France, c'est beau de l'entendre comme ça. Bon, l'équipe de France qui est tombée face à la Serbie, finalement cette Serbie-là, Ivan Kamoa, on ne peut pas l'arrêter, cette Serbie. On va regarder en même temps qu'on discute les images de cette rencontre-là. Oui, c'est vrai qu'on a eu l'impression que malgré le très beau tournoi, je crois que c'est le seul match que les Françaises ont perdu dans toute cette compétition-là. Et ce n'est déjà pas la première fois qu'elles s'inclinent face à cette équipe 7 qui, au fil des années, au fil des éditions de l'Euro, fait office de véritable Eldorado sur l'échiquier du vieux continent s'agissant du basketball féminin. On en parlait un petit peu en off. On était un petit peu quasiment tous d'accord que la France est tombée sur un bien gros morceau et bien plus fort qu'elle. On a l'impression que les générations se succèdent, mais le sort est quasiment le même pour cette équipe de France de basketball féminine. Malheureusement pour notre
ne sais pas s'il va dire demi-compatriote Andy Miem, qui a quand même des origines camerounaises, même si elle porte la nationalité sportive française, qu'on aurait bien aimé voir porter ce sacre avec l'équipe de France dont elle est la capitaine. Malheureusement pour elle, ce ne sera pas pour cette édition-ci. Il y a les JO qui vont arriver dans quelques semaines, où elle va également conduire, la liste est sortie là, en début d'après-midi, où elle va conduire en tant que capitaine toujours ce coupe de l'équipe de France pour cette Olympiade-là, en espérant que elle, même si là ça sera encore plus compliqué avec les Australiennes, avec les Américaines, mais on le souhaite, pourquoi pas, que le dénouement pour ces JO soit beaucoup plus heureux que celui de l'Euro. Bien sûr. Et ce qui nous intéresse donc ce soir, c'est vous vouliez réagir sur peut-être avant d'arriver à ça, réagir sur cette finale de l'Euro? Non, bon, la finale de l'Euro, je pense que ça n'a été une surprise pour personne. Hein. Il faut quand même avouer que la Serbie était largement favorite pour l'emporter. Mais ça n'enlève en rien la fabuleuse performance de l'équipe de France et celle d'Andy Miem. Je pense que ça a été un très très beau test pour préparer les Jeux Olympiques, qui évidemment seront beaucoup plus compliqués parce que là il y aura vraiment les grosses machines, les Américaines seront là, les Australiennes, les Brésiliennes. Donc il faut simplement qu'elles prennent du plaisir et qu'elles n'aient pas de regrets à la fin. Bah oui, je vais juste répéter une cotation. Paraphraser un peu ce qu'elle a dit sur ses réseaux sociaux, tomber 5 fois, relever 6 fois. Donc c'est pour dire que voilà, c'est la 5e fois qu'elle tombait devant la Serbie en finale, qu'elle perdait en finale, mais que c'est pas pour autant qu'elles vont rester couchées, quoi. Elles vont se relever, elles vont continuer de batailler, parce que justement, comme l'a dit si bien Steve, il y a cette compétition des Jeux Olympiques qui commence en fin juillet. On verra ce que ça va donner. J'espère que ce sera une bonne expérience pour elle, parce que ce sera probablement sa dernière Olympiade, ses derniers Jeux Olympiques. Donc on ne peut lui souhaiter que le bonheur possible. Oui. Je voulais ajouter qu'il n'y a pas que ces Camerounaises dans cette équipe. Diandra Tchatchoua. Oui, Epoupa n'a pas fait partie de cette équipe cette fois-ci. Epoupa aussi était là, mais elle était blessée. Diandra Tchatchoua qu'on a tout le temps reçu dans cette émission, à chaque fois qu'elle est de passage au Cameroun. Et donc parlons de ce camp organisé par cette Camerounaise, cette Française d'origine camerounaise, Andy Miem, qui revient donc au Cameroun entre le 22 et le 25 août prochain au collège de La Salle, si je ne pardon 25 juillet. Non, on va rester sur l'affiche avant. 26 juillet, autant pour moi. On va rester sur l'affiche avant de Andy. Mais oui, 22 au 25 juillet prochain pour cette 3e édition du camp de basket mix. Et donc, qui mettra aux prises des jeunes, enfin, regroupera les jeunes âgés entre 12 et 16 ans. Et on aura pour 35 filles, 25 garçons, une bonne dizaine de coachs qui seront là pendant ces quelques jours. Et donc, Lionel, vous avez fait partie du précédent camp, alors des précédents camps, vous faites un peu partie aussi de l'organisation, pas un peu, l'organisation de ce camp-là. Alors, 3e édition, quel est le bilan qu'on peut faire des 2 précédentes avant d'arriver à la 3e édition? Ben, pour être honnête avec vous, c'est vrai que depuis pratiquement 1 mois et demi, je suis un peu occupé avec d'autres choses. Mais j'ai assisté aux réunions préparatoires de la 3e édition du camp Andy Miem. Donc je vais donner des informations, mais elles ne seront pas complètes. Déjà, ou alors elles ne seront pas actualisées. Non, elles sont actualisées parce que voilà, c'est du 22 au 25, ça c'est réel. C'est à de la salle, ça c'est réel. 70 participants, ça aussi c'est réel. Donc comme je disais, la première édition avait eu lieu à l'école américaine. Il y a environ 2-3 ans. Ça s'était très bien passé. Il y avait la plupart étant... C'était beaucoup plus des joueuses de Douala. Oui. Il y avait quelques filles qui étaient venues de Yaoundé. Et voilà, ça s'était très bien passé. Andy elle-même, elle était là. Il y avait un entraîneur qui était venu de France, oui. Chargé par la Fédération française de basketball. Ça s'était très bien passé. Malheureusement, à la 2e édition, elle n'avait pas pu être là en personne. Mais il y avait également un autre entraîneur, un encadreur qui était venu. Et celle-là aussi, c'était très bien passé. Pour cette 3e édition, pour les raisons qu'on connaît, Jeux Olympiques oblige, elle ne pourra pas être là. Mais ce ne sera pas pour autant que cette édition sera amoindrie par rapport aux autres. Il faut également préciser que cette édition aura lieu en jumelage ou alors en parrainage
avec les initiatives d'un autre Camerounais qui réside aux États-Unis, Yannick Fombor, qui a son association, dont ils se sont mis ensemble, ce qui déjà est une bonne chose, parce que c'est ce qu'on demande, que les Camerounais essayent de se mettre ensemble pour pouvoir voilà, continuer de contribuer au développement de notre basketball local. Belle initiative, NJ, qui n'a pas oublié d'où elle vient. Elle réunit quand même autant de filles que de garçons sur plusieurs jours où ils travailleront en haute intensité. On l'a vu un peu lors des dernières éditions. Les enfants sortent de là vraiment un cran au-dessus de ce qu'ils étaient avant. Oui, c'est toujours très important pour ces jeunes filles, surtout ces jeunes filles, d'avoir un modèle et de se dire qu'elles aussi, demain, peuvent représenter l'équipe nationale. Et vous savez, ces camps, généralement, sont faits pour galvaniser les participants, c'est-à-dire pour qu'ils se retrouvent avec les joueurs de leur niveau, mais surtout pour qu'ils se rendent compte que cette passion est partagée par d'innombrables personnes et qu'ils aient cette envie-là de travailler. Parce que le sport, il n'y a pas de secret. Le talent ne suffit pas. Vous avez beau être le joueur le plus talentueux du monde, s'il n'y a pas le travail derrière, vous n'allez pas pouvoir sortir du lot. Donc ces camps de basket-là, qui sont des camps de 2-3 jours, permettent à ces jeunes-là de réaliser pourquoi est-ce qu'ils travaillent toute la saison. Et c'est toujours gratifiant d'être convoqué à un de ces camps. C'est toujours gratifiant de pouvoir participer à un camp, surtout un camp aussi prestigieux que celui des Minièmes. Donc moi, je tire un véritable chapeau, parce que étant donné que je suis le coach d'une équipe dames, je sais que c'est pas évident et qu'on a énormément besoin de travailler pour attirer cette jeunesse-là vers notre sport. Oui, effectivement, ce sont des initiatives privées. On est toujours content de voir de telles initiatives émerger, surtout de voir des Camerounaises ou des Camerounais qui sont allés à l'extérieur engranger de l'expérience, engranger du savoir-faire et à un certain moment mettre sur pied un protocole qui leur permet de retribuer ce savoir-faire-là à la jeunesse. Comme si vous le disiez tout à l'heure, dans un pays où beaucoup de jeunes manquent de repères, manquent de modèles, c'est toujours important d'organiser ce type d'événements pour permettre aux jeunes de s'identifier à travers. Elle est aujourd'hui capitaine d'une des meilleures sélections de basketball au monde entier. C'est un rêve qu'on vend à des dizaines, à des centaines de jeunes filles, de jeunes garçons qui peuvent se dire tiens, le basketball est un excellent moyen d'insertion sociale. On peut devenir une référence dans son pays à travers le basketball et c'est également l'occasion à travers ce type d'événement d'inculquer certaines valeurs, notamment des valeurs que promeut le sport. Il a parlé de la détermination tout à l'heure, le travail, etc. Donc ce sont de très belles initiatives. On doit simplement espérer que de telles initiatives soient copiées et multipliées par d'autres sportifs, d'autres basketteurs ou de basketteuses camerounaises pour donner la chance à beaucoup d'autres talents camerounais de pouvoir éclore à un certain niveau. Multiplier les camps de ce genre aujourd'hui pour permettre, et aux coachs aussi qui gagneront en expérience, parce qu'il y a quand même des coachs qui arrivent de la France, envoyés par la Fédération française de basketball, qui dans son fichier quand même a des coachs assez aguerris. Ça fait de l'expérience pour les coachs aussi, au-delà des gamins qui y participent. Oui, c'est toujours un plus pour un entraîneur de notre pays, je veux dire le Cameroun, d'échanger avec un entraîneur d'un autre pays, venu de la France, avec toute l'expérience qu'ils ont et une meilleure organisation. Je pense que ça va permettre à nos collègues qui vont faire ce camp de se remettre en confiance vis-à-vis de ce qu'ils font déjà, parce que on va dire quoi, on a suffisamment de matière grise, on va le dire, on va cesser de le dire, donc on va juste profiter, je vais dire, des autres expériences. Ouais. Voilà. Ben on est parti de tout à l'heure de Abel, on est allé à l'événement de Bassa, il veut dire, c'est une non, on a habitué de Bassa, excusez, en début d'émission, on m'a appelé Capot. En fait, c'est beaucoup plus pour la gouverne de nos téléspectateurs qui ne sont pas tous connectés sur les réseaux sociaux. Ok. Voilà. Donc, voilà, un camp qui est fait par quelqu'un qui vient de l'extérieur. Je regrette seulement que depuis les 3 éditions, ce camp est fermé
seulement je vais dire aux gens du littoral. J'ai eu l'habitude ici d'en vouloir aux gens du centre qui ferment leur camp aux gens du centre, notamment l'NB Academy. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Je vous aurais repris moi aussi dans tous les cas. Allez-y. Mais vous allez arriver au bout, vous allez nous trouver là-bas. Voilà. Donc je regrette simplement que ce camp soit fermé au littoral et ouvert peut-être à la région du centre l'année passée. Mais qu'est-ce qu'on fait des 8 autres régions? Indi Migniem, c'est un sportif pour tous les Camerounais. Donc je pense qu'elle doit penser à permettre à ce jeune qui est loin dans le sud, dans le nord-ouest d'Adamawa, de pouvoir venir échanger avec les autres Camerounais. C'est dommage que nous ne puissions pas chaque année faire en sorte que les générations de basketteurs se connaissent. Parce que on a le Mungo Zone qui s'est fait dans le Mungo. La génération du Mungo va se connaître, c'est magnifique. On a d'autres camps qui se font à l'ouest, au sud-ouest encore. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a que le centre qui fonctionne. Mais là, on voit les images où il fonctionne, donc on rectifie ça avant de passer. Ce serait magnifique que tous les jeunes d'un certain âge, les meilleurs de 10 régions du Cameroun se retrouvent à ce camp. Et aussi les entraîneurs, parce que là, ce n'est pas seulement les entraîneurs du littoral qui doivent bénéficier de ces genres d'avantages. On va donc poser la question à Lionel qui est là, qui est dans l'organisation. Comment est-ce que tout cela est organisé pour permettre aux jeunes des autres régions d'être toujours aussi présents que la saison dernière? Déjà, je m'inscris en porte-à-faux par rapport à ce qu'a dit Martial quand il parlait du fait que le camp soit fermé. Je pense que d'entrée de jeu, quand je parlais du camp pour la première édition, j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'enfants de Douala, mais il y a eu quelques jeunes qui sont venus de Yaoundé. Il y a même eu quelques coachs qui ont accompagné ces jeunes. Vous les connaissez. Pareillement, pour la deuxième édition, il y a eu des jeunes qui sont venus de l'extérieur. Et ce sera le cas pour la troisième édition. Et pour tout vous dire, plus l'édition grandit, plus il y a de plus en plus de jeunes qui viennent des villes extérieures, comparé à ce que Martial pourrait penser. Donc, pour cette troisième édition, il y aura des jeunes qui vont venir de Douala et quelques-uns qui viendront aussi sûrement des autres villes. Comment vous faites la sélection? Maintenant, pour la sélection, ça, comme je dis, je n'ai pas assisté à toutes les réunions. Ça, je vais rester sincère. Mais je sais qu'il y a un comité présidé par Guillaume Elamé et également avec le coach Armel, qui est le coordonnateur du camp ici au niveau de Douala. Donc, ce sont eux qui sont chargés de sélectionner ces jeunes. N'oublions pas que tous ces coachs sont tous des coachs des académies et des écoles de basket. Tout à fait. Ils se connaissent entre eux. Donc, il serait facile pour eux de pouvoir sélectionner les meilleurs jeunes des autres villes également. Je voudrais également ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Martial. Quand il parle des meilleurs jeunes, si on va dans des camps de basket à Yaoundé et qu'on retrouve les 10 meilleurs jeunes nationaux, on va à Douala, on retrouve les 10 meilleurs jeunes nationaux. On va à Edea, on va à Nkonsamba, on retrouve les 10 meilleurs jeunes nationaux. Vous constaterez donc qu'au final, pendant tous ces 6 camps, ce seront les mêmes 10 qui seront là. Donc je ne pense pas que ce soit un problème que Yaoundé prenne les meilleurs de Yaoundé et ajoute quelques-uns de Douala, que Douala prenne les meilleurs de Douala, ajoute quelques-uns des autres villes, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça donne au moins l'opportunité et l'occasion à tout un chacun de pouvoir se frotter à quelque chose de nouveau, à une compétition différente et d'améliorer son jeu. Ça, c'est tout ce que je pense. Guillaume Elamé qui nous regarde depuis la France ce soir réagit donc, lui qui coordonne ce camp-là. Martial Yudom m'interpelle et me demande de vous rappeler que Boya, Bagante, Bafoussam, Konsamba et Yaoundé ont participé déjà à ce camp. Et ce sera probablement le cas aussi pour cette troisième édition du camp de basket mixte. Indi Migniem qui se déroulera à Douala entre le 22 et le 25 juin prochain. Donc ce sera 35 filles, messieurs, pour 25 garçons et 10 coachs représentés. On en reparlera. Peut-être avoir une vidéo de Andy avec qui on discutera de ce camp-là, à défaut de l'avoir ici, monsieur Guillaume Elamé. J'espère que vous allez organiser cela pour nous. Et justement, on parlait de dames et de tournois. On est avec le DKC Douala Quata Challenge qui reprend droit de cité. Ça fait un moment déjà qu'il n'était pas passé par là. Alors, un tournoi un peu rebelle.
je vais dire comme ça se dit dans les couloirs, mais bon, qui résiste quand même au vent, qui souffle fort et qui remet ça pour cette autre édition. Ça fait un moment on ne les a pas vus, et donc pour des raisons qu'ils le disent quand même. Ok, on parle de rébellion. Et donc, Douala Quata Challenge cette fois, innovation, ce sera les vétérans qui vont se retrouver. Ce tournoi itinérant qui fait le tour des quartiers qui concerne essentiellement les acteurs de basketball et qui évolueront seulement pour leur quartier. Et ça, c'est magnifique pour l'émulation. On est en plein dans les vacances et ce sera superbe de voir ces jeunes-là, voir leurs grands frères se retrouver pour la compétition dans leurs différents quartiers. En ce moment, un tournoi préliminaire est en train de se jouer, qualificatif même, pour pouvoir faire monter 2 autres équipes à ce qu'on va appeler l'élite du Douala Quata Challenge. Oui, il y aura un tournoi qualificatif, effectivement. Je crois qu'il regroupe déjà pour l'instant 5 quartiers qui vont y participer. Ce qui montre donc véritablement l'engouement qu'il y a dans la ville de Douala pour le basket. Et bon, le Douala Quata Challenge, malheureusement, l'année dernière, à cause de la pandémie, n'a pas pu avoir lieu. Et c'est un tournoi qui est très, très, très attendu par le public du basketball du littoral. Donc, c'est une très bonne chose qui amène les acteurs à bouder les rencontres de la Ligue. Non, c'est pour ça que je voulais même rectifier. C'est pas un tournoi rebelle. C'est pas un tournoi rebelle. Parce que, qui force l'admiration peut-être. Oui, parce qu'il programme. Je pense que tout ce que la Ligue demande, c'est que le tournoi ne soit pas programmé pendant la saison. Je pense qu'ils l'ont toujours respecté. Ils travaillent quand même en étroite collaboration au niveau de la programmation avec le secrétaire général. Donc je pense que dans leur entendement, à partir du 1er août, la saison était censée être terminée au littoral. Bon, on va voir si finalement elle reprend. Mais c'est effectivement une initiative à féliciter. Je peux vous garantir que c'est une initiative qui permet que les basketteurs restent en forme et qui nous permet d'avoir un niveau assez intéressant. Malheureusement, par rapport au concept qui voudrait que le tournoi se déplace de quartier en quartier, vu que le tournoi va commencer en pleine saison de pluie, malheureusement, peut-être que ce concept devrait être revu un petit peu, quitte à ce que si le tournoi dure jusqu'à la saison sèche, on puisse effectivement se déployer sur l'ensemble de la ville. Ok. Cette année également, ce sera 2 conférences. C'est beau de jouer 2 conférences en termes d'innovation. Martial Udom, ça va créer encore plus d'intensité pendant les rencontres. Oui, 2 conférences, bien sûr. On sorte de poules. Ah, il y a 2 poules. Oui. Bon, je crois que c'est une exclusivité. Hein. Oui, vous ne l'aviez pas. Bon Dieu, je vous donne cette information. Donc, je l'ai eu à 20 minutes avant le début de cette émission. Je ne l'ai pas partagé avec vous, je crois que vous l'aviez déjà. Heureusement, désolé, toutes mes excuses. Et donc, mais bon, puisque vous l'avez, c'est pas mal. Oui. Bon, 2 conférences, 2 poules. Déjà, je crois qu'ils vous réfléchissent dans le temps. Mais nous, on aurait bien voulu que ce soit comme l'année passée où tout le monde joue tout le monde. Parce que on va dire qu'on parle du Douala Quata Challenge aujourd'hui, on est fiers. Tous les passionnés du littoral s'identifient. On a le sourire aux lèvres lorsqu'on parle du Douala Quata Challenge. Parce que moi, dans mon quartier Bépanda, ça a permis que nous, les jeunes Bépanda, on se remet ensemble, qu'on se retrouve une fois par semaine et qu'on parle le même langage. Qu'on se prépare toute la semaine pour affronter l'équipe le week-end. Peut-être, cette fois-ci, on va se préparer, nous particulièrement de Bépanda. Venez gagner. On va se préparer pour faire bonne figure parce que déjà nous avons nos principes, on n'a pas besoin de renforts. On va jouer entre nous, des Bépanda, parce qu'on a notre orgueil. Le résultat final n'est pas forcément de gagner les matchs, c'est d'être ensemble, d'être entre nous, les gens du même quartier, de partager ensemble une victoire ou une défaite. Et que ce soit la défaite, d'être fort et de se soutenir. Non, parce que les autres, on va dire quoi? Ceux qui gagnent sont obligés de faire les renforts. Mais vous parlez de qui?
Que ce soit Bali, que ce soit Bonabili, ils sont obligés de faire venir. Il paraît qu'il y en a qui se reconnaissent là. Ils sont obligés de faire venir les mercenaires. Je vais les appeler comme ça. Oui, mais ça coûte cher cette année de faire venir les mercenaires, par exemple, pour ceux qui ont suivi, qui ont lu les règlements. Donc, c'est ouvert, mais c'est pas très ouvert aussi. Je dis personnellement, j'ai pas lu ces règlements parce que nous on va faire avec la jeunesse. Ça coûte cher. La jeunesse montante de Bepanda. Et je vous promets que Bepanda ne sera pas ridicule cette saison. On va dans le sens général. Le Douala Côté Challenge permet qu'on ait quelques mois dans les jambes après le fiasco, on va dire, dont on parlait tout à l'heure concernant la Ligue. Déjà, on sait tous que même en ce qui concerne la fédération, le championnat national, déjà sur une année, c'est à peine 3 mois qu'on joue. Il y a donc ce vide de 9 mois de non-activité qu'on espère combler par échapper un peu de temps d'un Douala Challenge. Bien sûr. Et on espère qu'au bout de ça, il y aura toujours ces genres d'initiatives. Bien sûr. Il y a le Camer Basket Plus qui arrive, un tournoi. Vous voulez qu'on en parle tout de suite ou qu'on en parle prochainement? On va en parler le moment venu. C'est juste pour annoncer Camer comme Basket ça que Plus. Camer Basket Plus. Un tournoi de basketball dans le littoral. Un tournoi, pas dans le littoral, national. Ok. Bon, on ne peut pas encore en parler parce que les autorisations n'ont pas encore été demandées au niveau de la fédération. Par rapport à la fédération. Non, pourquoi on veut faire vivre le basket? Il y a le vide. Non, il faut faire jouer les équipes. En réalité, le Camer Basket Plus permet aux équipes de se préparer. On ne sait pas si on va faire le Littoral Basket Plus. On va voir en fonction des moyens que le sponsor que nous guettions va nous mettre à notre disposition. Mais si à un moment on va faire le Littoral Basket Plus et on va faire le Camer Basket Plus pour préparer les équipes sur le plan national à l'élite et sur le plan régional au championnat. On en a parlé. Décassé, Léo, vous vous engagez? Oui, on ne peut pas être undefeated, invaincu, et ne pas s'engager. Ouais. Vous parlez de qui? Bali Squad. Invaincu, il doit être nouveau. Les squads de Bali. Invaincu non champion, c'est grave. Invaincu non champion. C'est possible ça? Excusez, il y a ce que les Américains disent souvent. You will never get a second chance to make the first impression. Donc la première impression au DKC, vous avez une meilleure impression. A été invaincu. Vous allez faire tout ce que vous voulez, vous n'allez jamais changer ça. Une autre équipe peut devenir invaincue, mais elle ne sera jamais la première à être invaincue. C'est comme Marseille, hein, donc, il paraît. À ce niveau, quand même, dans le football. À ce niveau, quand même, les Marseillais, on sent quelque chose. On a le droit de parler fort dans tous les forats. Et on le fait, sans retenue. Ok. Voilà. Pour revenir dans au DKC, je constate que depuis que je suis arrivé, ou alors je ne sais pas si c'était ça avant, on est dans un esprit un peu rebelle. Mais je tiens à rappeler que le DKC n'est pas un tournoi rebelle, pas du tout. C'est un tournoi qui est très bien acclamé, très bien accueilli. Et je pense que même tout le monde qui aime le basket l'apprécie. Et je voulais dire à Martial, je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup de choses à dire à Martial. Parce que quand il a dit que le fait que ça se joue en 2 conférences, ça va poser problème, c'est-à-dire les équipes ne vont pas s'affronter. Il faudrait savoir que ce n'est pas parce que ça se joue en 2 conférences que les équipes ne s'affrontent pas. La NBA a 6 divisions, 2 conférences, mais tout le monde s'affronte. Dans certaines conférences aux États-Unis, vous avez en NCAA, vous avez 2 sous-conférences, mais tout le monde s'affronte. Maintenant, je ne sais pas quel est le planning ou alors le programme que le DKC compte mettre sur pied. Parce que comment ça se passe souvent, c'est que voilà, les équipes d'une même conférence s'affrontent en aller-retour et les équipes de conférences différentes s'affrontent en aller simple. Okay? Ça réduit le nombre de matchs. Donc, si Bali, invaincu, joue contre Makepe, Bepanda qui n'a jamais gagné, et qu'on est dans 2 conférences séparées, j'ai une question que forcément... Non, attendez qu'ils finissent. Forcément, nous, on va jouer en aller-retour contre Bonapriso, parce que ce sont nos voisins, mais on va jouer en aller simple contre
Bépanda. J'ai même du mal à trouver le nom de Ah, c'est ce que j'adore sur le décassé. Ce truc-là, ces gueules qu'il y a avant les rencontres, c'est tellement beau. On aime ça, oui. Il faut demander à Balik Squad quels sont les premiers tombeurs. Ça, c'était la deuxième année. Je vais poser la Quels question. sont les premiers tombeurs? Donc la première année invaincue, d'accord. Alors lors de la deuxième année où Bali connaît la... d'un point à Bao. Vous permettez, s'il vous Parce plaît, qu'ils avaient je suis le modérateur. de Contre cette qui, émission. s'il vous plaît? Alors, ma question était la suivante. Bali Squad invaincu lors de la première édition. À la deuxième édition où l'équipe connaît sa première défaite, c'était face à qui? C'était face à Bépanda au collège Bao. Et on a perdu. Le lieu valait la peine d'être indiqué. Oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi? C'est très important. C'est lui qui manage le terrain du collège Bao et à ma gauche. Oui. Et c'est Oui. effectivement le... C'était un honneur ou quoi? Et s'il te plaît, je n'étais pas présent. Le coach C'était un honneur Bépanda que vous le n'était pas faisiez? présent ce Un jour-là. point. Non, c'était pas un honneur, mais vous savez, c'est après cette Nous sommes défaite-là. entourés par la team Bali. Incroyable. Ça sort de gauche, ça sort de droite. C'est le coach invaincu. Ah, mais vous savez, C'est le pivot invaincu. C'est le grec Popovic, je dis ça. Et le match qu'on perd contre Bépanda, je n'étais pas là. Moi-même. Voilà, donc c'est pour vous dire. Que si tu es là, Vous savez, en fait, Le coach n'était pas là. vous savez, le décassé, vous savez, quand il y a une ultra-domination d'une équipe, l'intérêt est un peu moins important. Vous connaissez un peu. Et je peux vous garantir que jusqu'à aujourd'hui, tous les basketteurs de Douala se rappellent du dimanche soir où Bali a perdu parce que c'était l'information C'était la joie. principale. S'il y avait eu temps mort ce dimanche-là, je peux vous garantir qu'on allait parler que de la défaite. Regardez ça. Et non, mais c'est vrai. Et quand on se rappelle de la réaction du public, c'est là on s'est rendu compte qu'effectivement, ça Il fallait faisait- faire tomber quelque chose. Oui, il fallait faire tomber. Mais c'était Christian, il y a les victoires qu'on n'oublie pas. La preuve, Marcel en parle comme un trophée. Mais c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez me Il y a les reprendre ce victoires que qu'on vous n'oublie avez... pas. Est-ce que vous pouvez me reprendre ce que vous avez dit en anglais et qu'on transpose ça You chez will never Bépanda? get a second chance to make the first impression. Est-ce que vous avez l'impression que Bépanda a finalement fait de sa chance une bonne impression finalement? Oui, but almost doesn't count. Non, vous savez, pour Bépanda, ce match-là était comme une finale de la Champions League. Ah ouais? Oui, oui. Par contre, C'est pour normal. pour Bali, vous savez, quand vous êtes à 16 victoires d'affilée, vous jouez contre Bépanda, il est évident que vous ne vous préparez pas. La preuve. Il y avait un pro. La preuve. Il y avait un pro La qui était preuve. venu spécialement de c'est Luanda. c'est Martial. Du Rwanda. Du Rwanda. La preuve. Pour jouer contre Bépanda. Cette année, On a gagné avec. Ils ont gagné Bali, mais ils ne sont même pas allés au playoff. Vous êtes allés au playoff. Peut-être ça suffisait pour cette équipe-là. Non, effectivement, non, non, vous savez. il y a non, c'est des- pas cette année. C'est cette année. Oui. De toute Cette année, façon, vous n'êtes même pas allés au playoff. Non, non, c'est pas cette année, je pense pas. Non, de toute façon, je pense que la victoire de Bépanda lors de ce match-là était une victoire très importante pour la vie de ce club. C'était un match lambda pour Bali qui avait pas mal d'autres choses à est-ce que affronter. finalement, ce n'est pas cette défaite contre Bépanda qui a entraîné la déroute de Bali, qui n'a pas pu exister lors de la deuxième édition? Parce qu'on a plus vu Bonamou Sadi, on a vu Ndogbon, on a vu Cité Sik un peu, mais on n'a pas vu Bali. Non, je pense N'oubliez que... pas Bonabéry. Je pense que... Bonabéry, Le champion. Non, c'est Ndogbon qui est le champion. Ah oui, qui c'est fait Ndogbon. champion. Non, je pense que Bonabéry, la deuxième on a perdu en finale. oui. Non, vous savez, il y a ce qu'on appelle le hangover. C'est-à-dire, quand vous êtes invaincu, les grands sportifs vous le diront, vous n'avez pas forcément la motivation de travailler. Et je pense que ça Quand vous regardez Nadal, vous avez l'impression qu'il n'a pas la motivation pour faire un grand chef. Non, Nadal perd souvent, oui. Contre les meilleurs, pas contre Bépanda qui est dernier, comme vous dites. Bon, de toute façon... Ah non, Bépanda n'était pas dernier. Messieurs, on a 6 minutes, nous disent nos amis de la régie. On aura le temps d'en parler. Hein, vraiment, j'aime mieux l'ambiance qu'on met autour de l'actualité du DK. C'est vraiment, c'est nice. Ça Non, ressemble c'est à vrai comment que ça se passe sur les terrains. C'est mieux de couper ainsi parce que si on parle 10 minutes de Bépanda et de Bali, c'est que théoriquement il y a déjà un problème. Mais je pense, pour rebondir sur le DKC, vous Il avez a parlé de rebondi. l'innovation de cette année, le tournoi vétéran. Oui. Il faudrait préciser que ce ne sera pas un championnat en tant que tel. Ce sera juste des matchs qui auront lieu
pendant les playoffs. D'accord. Je crois qu'il y aura 4 équipes vétérans pour un début. D'accord. Chaque arrondissement de Douala sera représenté par une équipe vétéran. Il y aura Douala 12, qui est une combinaison de Douala 1er, Douala 2. Il y aura Douala 3e, Douala 4e et Douala 5e. Les 4, voilà, il y aura un tirage au sort, demi-finale croisée et puis finale. Super. Et juste pour terminer par rapport au DKC, je pense qu'on a un exemple patent de la vitalité potentielle du basketball au littoral. Parce que quand on parle des projets privés, les plus gros projets privés émanent du littoral. Que ce soit le DKC ou que ce soit le tournoi de Kemp, on se rend bien compte qu'il y a de quoi faire au littoral. Il y a matière à travailler. Maintenant, il faudrait simplement, comme disait Yvan tout à l'heure, que les conditions soient réunies et que tout le monde mette la main à la pâte pour que ça arrive. Et donc ce vendredi, ce samedi et ce dimanche, on va enfin assister au Final Four. Retour, monsieur, ici à Douala, au gymnase du collège de la Salle. Dès 18h vendredi, ce sera la rencontre Onyx de Yaoundé, Jumente de Baganté à 20h. Le CAM sera face à FAP de Yaoundé. Le CAM. Comme vous dites, le CAM ensemble, regardant avec des grands yeux. On sait que vous êtes très proches du club. Je n'ai rien dit. Je suis aussi pro de l'école de basket. Mais l'école n'est pas là, c'est ça qu'on dit. C'est vendredi la rencontre. Le camp basketball face à FAP de Yaoundé. Et puis samedi 10 juillet à 14h, Jumente de Baganté sera face à FAP de Yaoundé, Onyx de Yaoundé. Et sera face à l'Uncam Basket à 16h. Et dimanche 11 au gymnase du collège de la Salle, toujours, Jumente de Baganté sera face à l'Uncam Basket. Et puis FAP de Yaoundé sera face à Onyx. Alors, quelles sont les chances de l'Uncam de sortir la tête haute de ce Final Four? Ça dépend de ce que vous entendez par sortir la tête haute. Champion peut-être. Champion, honnêtement, sans langue de bois, ça va être compliqué. Après les 2 défaites du match aller, surtout qu'on va repartir sur le match retour quasiment dans la même configuration de programmation que sur le match, sur la phase aller, ça va être compliqué. Mais je pense que sans être porte-parole d'une CAM ou alors la voix autorisée pour parler d'une CAM basketball, je pense que l'intérêt pour eux sera de sortir avec la tête haute, comme tu l'as dit, essayer de faire un 100% ici à Douala pour sauver au moins la saison, terminer pourquoi pas deuxième, parce que honnêtement, en toute honnêteté, je pense que ça va être extrêmement compliqué de viser encore la première place après 2 défaites sur le match, sur la phase aller. Léo? Je pense que Yvan l'a dit. Quand je regarde le classement, FAP a 3 matchs, 3 victoires. Onyx, 2 victoires, 1 défaite. L'Uncam, 1 victoire, 2 défaites. Et puis Zuimanto, champion de la phase régulière, de la saison régulière, et à 3 matchs, 3 défaites. Je pense que ce que moi j'aime dans la programmation, c'est le fait que dimanche, le dernier match opposera FAP à Onyx. C'est vraiment le match du titre. Qui risque, voilà, comme le dit bien Sylvain, qui risque d'être le match qui va déterminer le champion du Cameroun ce soir, dépendamment déjà des résultats des matchs de vendredi et de samedi. Mais je pense qu'il y a des très belles rencontres. Pour que l'Uncam sorte champion, il faudra que l'Uncam fasse un sans faute. Et même après avoir fait le sans faute, ils ne seront pas garantis de sortir premier. Donc je crois que le meilleur résultat que l'Uncam puisse faire, c'est d'être deuxième. Mais qu'à cela ne tienne, voilà, ce sera déjà une bonne chose parce que n'oublions pas, c'est une équipe qui a sa 2e année d'existence. 2e année. Deuxième année. Bon, la première année, c'était... Deuxième année en élite. En élite d'existence, 2e, 3e année, mais c'est déjà une bonne chose de sortir 2e au championnat national. N'empêche, leurs visées sont toujours les mêmes, être champion du Cameroun pour les années à venir. Bien sûr. Martial, sur la même question, on sait que les affiches sont belles, on attendra dimanche, mais le CAM est quand même suivi. Bon, je pense que les 2 autres ont suffisamment parlé du CAM. Moi, je vais par contre parler d'Onyx, parce que Onyx, à l'aller, il faut que je rectifie, parce que j'avais donné, à l'émission, on avait parlé de la phase aller du Final Four, j'avais donné FAP déjà champion. Il faut rectifier que Onyx a une très belle équipe, que FAP a gagné à l'aller
on va dire, de justesse. Et C'était très que serré. avec la balle de cette équipe de FAP qui a été un groupe ici, un autre groupe là-bas, on ne sait pas, c'est vrai qu'ils ont eu suffisamment de temps pour recoller. Est-ce qu'ils ont suffisamment recollé? Onyx est resté au Cameroun. Si Onyx assez préparé, honnêtement, moi, je donnerais Onyx champion du Cameroun. D'accord, Le CAF, troisième. Sylvain Gassa, on sort par vous. Bon, je pense que le plus important, c'est qu'il y aura des matchs très intéressants ce week-end. Effectivement, le CAM, il faudrait beaucoup trop de calculs pour qu'il puisse sortir champion. Mais je pense que l'essentiel serait qu'ils aient une très bonne performance, je crois, contre vendredi. Pour le suspense, je pense qu'une victoire d'une CAM contre FAP permettrait de rebattre vraiment toutes les cartes et d'avoir des matchs très, très intéressants. Bon, je tiens aussi à saluer le retour normalement lors de ce regroupement-là de Marc Aubon, qui pendant pas mal de temps, après ce qui lui était arrivé, était loin des parquets. Donc ça fera toujours plaisir de revoir quelqu'un qui a donné autant de plaisir pour le basket. Mais je pense qu'avec la compétition dont sort FAP, ils sont favoris, je pense qu'ils sont quand même favoris. Et dimanche contre Onyx, le match sera certainement serré, mais j'ai l'impression que FAP a quand même une taille au-dessus. Merci messieurs d'être passés ce soir. Après donc ce Final Four retour, le champion sera connu. Ce sera ce week-end. Rendez-vous au collège de la salle de Douala. Venez nombreux. Et on parlera donc du projet LUNCAM lundi prochain, parce que avant justement ce Final Four retour, il y a des départs, il y a des arrivées. Et donc, c'est ainsi, il y a ce mouvement-là. Chaque fois dans cette équipe, on essaiera de parler du projet qu'il y a réellement derrière cette équipe qui a des très, très grandes ambitions, mais bon, dont on se pose beaucoup de questions, quelque part. Messieurs, merci d'être venus ce soir. C'est vrai, Joel Embiid, c'est terminé encore cette fois-ci. Il y en a qui pensent que il ne devrait pas bouder les ancêtres. C'est juste pour rire ce soir. Allez, bonsoir à tous et rendez-vous demain 14h30 pour la rediffusion, samedi 7h. Bonne nuit, merci à toute l'équipe technique. Let's go. All around the world. Y'all know this is so. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like to pick it.